Bienvenue sur le troisième live de France Volontaire. Salut Marie, Salut, ça va? ça va? Oui, Ouais. ça va. J'espère que la connexion, ça va aller. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller, bon. Parce qu'on a Ouais. de la pluie en Ah mode ouais, pas très beau tropical, chez quoi. vous. Ouais, bah toujours un peu le matin. Après, ça Ok. se lève, mais... Ah oui, parce que chez toi, il est 10h, c'est ça? Ouais, il est 10 heures du mat. Ok. Tu nous entends bien? Yes. Ouais, je vous entends bien. Parfait. Ok. Super. Bon, on va Trop peut-être attendre un petit peu, deux, cool. Ouais, pas de trois problème. minutes. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Ça va, t'es bien installée, Marie? Oui, ça va. Bah, du coup, je me suis mis... En fait, je sais pas si je reste dehors. Enfin, je suis moitié dehors. Ou si je me mets à l'intérieur, parce que la luminosité est pourrie. Et en fait, le signal est pas forcément... Je sais pas où je capte le mieux en fait. Je pense que je vais rester debout au milieu de la maison. Là, on te voit bien à l'intérieur, hein. Ouais, on voit très bien. Ouais, ok, Mm. bah du coup je vais rester là. Ça marche. Parce que dehors avec le bruit et tout de la rue, c'est pas terrible. On va peut-être commencer, ça va Yes. peut-être faire venir les gens. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, sur le live de France Volontaire. Donc, c'est le troisième live de la semaine dans le cadre de la Semaine mondiale de l'environnement. France Volontaire donc, souhaite mettre en valeur des volontaires qui sont engagés sur des projets environnementaux et notamment sur la protection de l'environnement. On a déjà fait deux lives donc, avec Maud Elena qui est au Cameroun et Stéphanie en Tunisie. Et aujourd'hui, c'est Marion qui nous rejoint pour nous parler un peu de sa mission et de son engagement pour la protection de l'environnement. On va peut-être juste se présenter avant. Donc moi, je suis Margot et je suis assistante communication à France Volontaire. Et moi, je suis Manon, assistante de projet plaidoyer, pareil, à France Volontaire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser sur le chat. Marie sera ravie d'y répondre et nous aussi, d'ailleurs, on est là pour ça. Voilà, donc Marie, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené, à la mission dans laquelle tu es engagée aujourd'hui. Ça marche. Bah du coup bonjour à toutes et à tous également. Ravie d'être avec vous du coup cet après-midi pour vous, ce matin pour l'heure péruvienne. Du coup moi je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Euh, j'ai commencé ma mission en volontariat avec Envolver en novembre de 2021. Donc j'avais un contrat de 8 mois qui va bientôt se terminer d'ailleurs en fin juin. Pour retracer un peu le parcours et du coup ce qui m'a amené à faire un volontariat, j'ai fait des études moi dans l'ingénierie de la santé, ingénierie biomédicale, jusqu'en master 1 où j'en ai eu marre parce que j'avais un peu entamé on va dire un changement de style de vie, une prise de conscience aussi environnementale, écologique, sociale sur beaucoup de points et c'était une carrière qui me correspondait plus du tout en termes de valeurs. Et du coup, entre-temps, en licence, je suis partie 3 mois en Nouvelle-Zélande aussi. Et j'ai vraiment adoré le côté voyage, le côté expérience aussi multiculturelle et de pouvoir apprendre autant en fait en étant dans un autre pays. Et du coup, en master 2, je me suis réorientée et j'ai fait un master 2 à l'IAE de Bordeaux en management international et interculturel, en gestion de projet plutôt. Pour ce master 2, j'ai fait un semestre à Bordeaux et un semestre au Pérou, justement, en échange, à Lima, en pleine pandémie. Du coup, j'ai pas vraiment vu le pays. Et donc, j'avais vraiment envie de revenir ici, sachant que c'est un pays que j'avais vraiment envie de découvrir depuis assez longtemps. Et ça m'a amené à me communiquer avec les équipes d'Envolver au Pérou. Envolver, c'est une ONG qui est aussi présente en France. Du coup, je fais un petit aparté pour présenter Ouais, l'ONG aussi, mais on s'occupe surtout de la conservation des forêts et la restauration des aires dégradées au Pérou, en Colombie et en France, à travers des projets d'agroforesterie, donc l'implémentation de systèmes agroforestiers. Donc ça consiste en la diversification des cultures, éviter au maximum la monoculture. Et évidemment, il y a aussi un aspect très social, économique aussi, puisqu'on travaille directement avec les communautés locales et les populations locales. Dans le cas du projet sur lequel moi je travaille, je suis responsable de projet alternative économique, réseau de graines d'essence forestière.
Je vais expliquer un petit peu après ce que c'est, mais pour vous faire un point géographique, du coup, c'est dans la selva centrale péruvienne. Donc, le Pérou, c'est un pays qui est la côte, la montagne, la cordillère des Andes et la jungle, l'Amazonie. Du coup, moi, je suis basée à Pichanaki, qui est entre la cordillère des Andes et l'Amazonie. Donc, c'est un peu mixte comme environnement. Et c'est la région du Pérou, donc c'est la région de Junín, ça s'appelle, et c'est la région qui a les taux de déforestation les plus élevés au Pérou. Et c'est une région qui produit énormément de café, entre autres. Donc nous, on travaille essentiellement avec des producteurs de café ici, mais on a aussi d'autres projets avec des producteurs, par exemple, de cacao, et des projets enfin vraiment de conservation des écosystèmes aussi. Donc c'est assez divers. Et donc moi, le projet là en soi, c'est vraiment, on vise à trouver une alternative économique pour diversifier les revenus des producteurs de café. Ça, c'est hyper important parce que vivre seulement de la production de café, c'est pas viable, notamment sur le long terme au niveau de la pérennité, autant des sols, des arbres, enfin environnementalement parlant, mais économiquement et socialement parlant, avec tous les changements climatiques d'une saison à l'autre, les récoltes, elles varient énormément. Et il suffit qu'il y ait des maladies ou ce genre de choses dans les cultures. Et les familles se retrouvent parfois avec très très peu de revenus. Et sachant s'ils vivent uniquement du café, ils vivent avec les revenus du café pour toute l'année. Donc c'est assez simple de comprendre le schéma de bah non, ça marche pas. Et donc là, dans les parcelles en fait de la majorité des caficulteurs avec qui on travaille, euh, ils ont du café, mais aussi, puisqu'ils sont en système agroforestier, d'autres arbres. Et donc, l'idée, c'est un peu d'exploiter ces arbres-là, mais d'une manière intelligente, parce que sinon, ils ont tendance à les couper pour gagner de l'argent avec la vente des troncs, en fait, et du bois. Et là, le but, justement, c'est vraiment de donner une valeur à l'arbre quand il est debout, à travers l'exploitation des graines, puisque ce sont des arbres qui jettent des graines tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend quand ils arrivent à maturité. Et l'objectif, en fait, c'est de vendre ces graines, de créer un réseau en fait de producteurs de graines. Et vous allez me dire, mais c'est qui les clients, enfin, qui cherchent des graines d'arbres? Les institutions, les ONG, les entreprises qui ont des programmes de RSE qui visent à reforester, mais aussi les producteurs eux-mêmes qui souhaitent créer des systèmes agroforestiers dans leurs parcelles. Ils vont chercher forcément des graines de certaines espèces pour pouvoir diversifier les espèces d'arbres qui sont présentes dans leur parcelle. Super Du coup, voilà, intéressant. en C'est résumé. super intéressant de voir que tu as une mission qui est vachement riche parce qu'elle prend en compte non seulement le côté environnemental, comme tu l'as dit, mais aussi le côté social. On a une petite question de Annelle. De Anne. Anne Lopez, désolée. Ouais. Merci Anne. Sa question, c'est quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de ton volontariat? Salut Anne. La plus grande difficulté, C'est une question je pense qu'il... Bah oui, non, non, mais c'est hyper intéressant. Après, je pense que c'est très subjectif et que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Euh, je pense que il y a le côté, en fait, l'approche multiculturelle et l'approche aussi très multidisciplinaire et très polyvalente d'un projet comme celui-ci. Avec beaucoup d'autonomie. Après, moi, j'avais un profil, du coup, enfin, j'étais en sortie d'études, j'avais fait beaucoup de stages et tout, donc c'est un peu, enfin, pour moi, c'est aussi une expérience professionnelle, on va dire. Mais ça a été parfois ça, un petit peu l'autonomie et la capacité d'adaptation. Parfois, c'est fatigant. On travaille dans une autre langue. Enfin, moi, je travaille en espagnol tous les jours. Et entre parler à des personnes qui vivent dans un centros poblados, donc en gros dans les communautés, les centres peuplés, dans des endroits où il n'y a pas de réseau, pas de connexion ni rien, et où c'est des personnes parfois qui ont 60, 70 ans. Donc en fait, il y a plein de barrières intergénérationnelles, interculturelles. Et parfois, je devais aussi travailler à Lima avec des personnes du gouvernement je sais pas, par exemple, du ministère de l'Environnement. Donc en fait, ça a été beaucoup. Ça peut être fatigant. Je dirais que c'est parfois ça de s'adapter à différents publics. Mais c'est aussi ce qui rend, enfin moi dans le cas de ma mission, c'est ce que je cherchais aussi parce que c'est hyper enrichissant. Mais par moments, ça peut être fatigant. Ouais. Le côté adaptation. Donc en fait là, enfin, tu vas vraiment à la rencontre en fait des bénéficiaires du projet, c'est ça? Ouais. Alors nous, on les appelle pas bénéficiaires, on Ok, les appelle alors, participants. ok, d'accord. Non, c'est des petites nuances, mais en vrai, moi, c'est important. Et Ouais. même si pour la petite histoire, si avant on disait bénéficiaires, et justement, on Mhm. essaye de faire attention aussi à, bon, enfin, forcément, les projets évoluent
et le vocabulaire aussi, on va dire. Mais et oui, on travaille directement avec les participants. Bah, là, justement, mon contrat se finit en juin et le 15 juin, je dois organiser tout un événement justement avec les producteurs de café impliqués dans le projet de D'accord. Red de Semillas, donc réseau de graines, euh, pour faire une espèce de capacitation sur comment on reconnaît un arbre semencier dans une parcelle, quelles sont les caractéristiques, comment on exploite les graines, comment on les ramasse, comment on les récolte, comment on les lave, comment on les sèche, comment on les conserve, ça dépend des espèces. Et ensuite, un peu aborder le thème de la vente aussi et le thème, l'aspect légal, formalisation. Sachant que c'est un pays où formaliser un commerce, enfin, c'est un pays où il y a, je crois que c'est 70% d'informalité, ce qu'en France, on dirait de travail au noir. D'accord. C'est un pays où 70% de l'économie est encore informelle. C'est le cas de beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Je pense que c'est le cas aussi sûrement des volontaires avec qui vous avez discuté. En Tunisie, peut-être un peu moins, je connais pas, mais je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où c'est comme ça. Et en Asie aussi. Simplement pour l'histoire du pays aussi et l'économie qui est encore... Ils sont dans des process, en fait, parfois c'est bizarre parce que c'est une limite entre la légalité et la formalité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la légalité, mais pas dans la formalité. Ouais. Du coup, c'est pareil, par exemple. C'est pas forcément une difficulté, mais c'est des choses au début, on n'est pas forcément habitué par rapport au système français qui est hyper réglementé, parfois trop aussi, hein. Du coup, il y a du bon et du mauvais pour tout, et ça, c'est super chouette de travailler dans un environnement multiculturel pour ça aussi, parce que on se rend compte des bons et des mauvais côtés de tout, en fait, comme pour beaucoup de Mm. choses. Et justement, le côté interculturel qui est au cœur de ta mission, au niveau de Envol Vert, tu collabores avec quel type de personnes? Alors, en vol vert au Pérou, c'est une équipe qui est multiculturelle aussi et multidisciplinaire. On est au moins moitié d'équipe péruvienne, moitié d'équipe française. Euh, Pas parce qu'il y a des quotas imposés, ça se fait assez naturellement, parce qu'il y en a certains qui sont en contrat de service civique D'accord. ou de volontariat, et donc majoritairement des Français, et une autre grosse partie de l'équipe qui est en contrat local. Et il y a aussi beaucoup de volontaires péruviens. Donc il y a des Péruviens assez jeunes qui sont plutôt là pour quelques mois simplement pour des stages, par exemple, avec leurs universités. D'autres qui sont avec des contrats locaux. Par exemple, Julio et Max, qui sont les deux ingénieurs qui se rendent sur le terrain et qui suivent les activités avec les groupes de participants. Ils sont tous les deux en contrat vraiment locaux au Pérou. Et ça donne vraiment une dynamique hyper interculturelle. Enfin, vraiment, ceux qui veulent rester juste avec des Français, enfin non. Là, le but, c'est vraiment de se mélanger et avec des profils hyper variés aussi. Enfin, il peut y avoir des jeunes de 20 ans qui sont encore au tout début de leurs études, parce qu'en plus, ici, c'est un peu différent au niveau du système. Comme, par exemple, il y a une personne qui vient d'arriver, Magali, là, pour s'occuper de la comptabilité, de l'administration et tout, qui a un autre profil. Elle n'est pas du tout sur la gestion des forêts ambientales ou voilà, environnementales. Mais, du coup, c'est des profils hyper variés, mais vraiment équipe interculturelle. Et on a des contacts avec la France et la Colombie aussi, enfin les équipes colombiennes et françaises aussi. D'accord. C'est vrai que c'est hyper enrichissant tout le temps de travailler avec des personnes, que ce soit dans un domaine, dans un environnement interculturel, mais aussi avec des personnes avec des caractères un peu différents. On a une question de Munaral. Merci Oui. Munaral pour ta question. Alors, sa question, c'est comment se passe ton intégration hors volontariat? C'est-à-dire, du coup, au Pérou, dans la zone géographique dans laquelle tu te trouves. Alors, encore une fois, je prends des pincettes et je vais dire que c'est très relatif et très subjectif. Comme je le disais au début, merci pour ta question. Mais du coup, je sais pas si tu étais là au début, mais du coup, moi, j'ai fait un semestre d'échange au Pérou, même si j'étais en pandémie. Du coup, forcément, j'ai connu des Péruviens. J'étais dans une maison où j'étais qu'avec des Péruviens à Lima. Euh, du coup, forcément, hors volontariat, quand je suis arrivée en volontariat avec Envolver, je connaissais des gens et j'ai une de mes meilleures amies françaises aussi avec qui j'ai fait mon semestre d'études qui est restée au Pérou. Donc, en termes d'intégration, ça facilite parce que je connaissais déjà du monde, on va dire. Après, à Pichanaki, dans la Selva, pas du tout. Moi, je vis entre Lima et Pichanaki parce que le projet demandait un peu d'avoir ces deux facettes. Donc, je vis à Lima et je viens au moins une semaine par mois à Pichanaki, là où je suis en ce moment. Euh, mais du coup, ça s'est relativement bien passé. Et à Pichanaki, pareil, euh,
je suis obligée de le corréler avec l'ONG parce qu'en vrai, à Pichanaki, bah, c'est une ville qui est beaucoup plus petite, c'est 40 000 habitants à peu près. Du coup, les rencontres que j'ai faites, ça a souvent été via l'organisation, évidemment, via Envolver et via les équipes Envolver. Enfin, on vit tous ensemble, les volontaires, dans une maison ici. À Tingo Maria, qui est une autre zone du projet, les volontaires, c'est pareil, vivent tous ensemble. Et à Lima, bah, après, oui, c'est connaître du monde petit à petit. Enfin, c'est des expériences qui, même si tu es timide et introverti, à un moment ou à un autre, je pense que tu fais un pas vers les autres aussi et pour connaître du monde. Et en général, les intégrations se passent assez bien. Je pense que si j'ai un conseil à donner en termes d'intégration, c'est d'arriver avec être prêt à être ouvert, pas forcément être d'accord avec tout. Il y a beaucoup de différences aussi au niveau culturel et entre les pays. Mais en général, si tu arrives avec l'esprit ouvert et au moins d'être prête ou prêt à déconstruire des choses que toi, tu avais pour acquis dans ta tête, forcément, ça va bien se passer avec les gens. Et il y a beaucoup de volontaires qui arrivent qui parlaient pas espagnol et moi, je suis hyper impressionnée parce que je reviens à Pichanaki un mois après et je les ai connus quand ils arrivaient, ils parlaient 2 mots d'espagnol. Un mois après, le fait d'aller, bah, on appelle ça un en-campo quand ils sortent, par exemple, à voir les participants et tout, ils sont obligés, enfin, c'est des personnes qui parlent qu'espagnol en fait et parfois même des dialectes locaux, mais ils parlent tous espagnol, ceux avec qui on travaille. Mais enfin, en fait, on n'a pas le choix et du coup, les gens progressent super rapidement. Du coup, en termes d'intégration, c'est assez simple. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une question maintenant ou pas? Yes. Je voulais savoir, moi, est-ce que tu comptais continuer à rester engagé? Est-ce que tu comptes, par exemple, rester avec Envolver ou peut-être chercher un autre type, essayer de trouver une mission dans un autre dispositif de volontariat? Définitivement, je resterai avec Envolver pour l'instant. Moi, là, je cherche pour rester au Pérou. Je me suis engagée aussi avec une autre ONG péruvienne. Euh, et je pense que je continuerai un peu comme bénévole, on va dire, à appuyer Envolver au Pérou. Si je peux rester ici, si je rentre en France, mais je pense pas rentrer en France, mais je pense que ce sera plutôt appuyer les activités. Bon, par exemple, à mon poste, on est en cours de recrutement Ouais. pour la personne qui va suivre le projet d'alternative économique. D'ailleurs, on pourra vous repasser l'offre si jamais ça peut intéresser du monde. Mais, euh, mais par exemple, enfin, on sait que moi, je vais finir mon contrat avant que la personne arrive. Même si on trouve la personne avant pour des thèmes d'obtention de visa, enfin, ça prend toujours du temps. Donc, je sais que je vais rester en appui un peu parce que le coordinateur alternative économique générale, lui, il est plus en mode pilotage de toutes les alternatives économiques qui sont en train de se développer, mais il peut pas consacrer tout son temps à un seul projet. Et après, là, je suis en contact avec une ONG au Costa Rica aussi que je vais sûrement aller aider pendant un mois et demi. Mais du coup, pour rebondir un peu sur ta question, enfin, vu qu'on en a discuté un peu à parté avant, oui, enfin, pour moi, l'engagement aussi, il est super important. C'est super important de s'engager sur des thèmes comme ça. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est des préoccupations qu'on doit tous intégrer dans notre quotidien d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément facile de changer ses pratiques. On a été vachement formatés et tout, mais bah oui, c'est des problématiques qu'on peut plus fermer les yeux et tout. Et s'engager, je trouve que c'est une belle. Enfin, c'est un bon moyen en fait de contribuer aussi à une responsabilité qui est individuelle mais qui est aussi collective. Et bah le volontariat et notamment le service civique. Enfin, je pense que c'est un peu les valeurs aussi qui cherchent à véhiculer, quoi. Quand est-ce que tu as eu ton déclic? Quand est-ce que tu as senti que tu voulais vraiment continuer dans cette voie-là, dans la voie de l'engagement? Euh, je vais être assez crue, mais je pense que j'ai été assez dégoûtée de mon expérience en ingénierie biomédicale et avec les groupes pharmaceutiques. Vous allez me dire, oui, en même temps, tu avais vraiment choisi un truc qui va à l'opposé. Euh, mais bah, parce que c'est un reflet vraiment très explicite du système ultra-capitaliste qui prend pas forcément en compte que ce soit les aspects environnementaux, sociaux. Enfin, je veux dire, c'est un secteur qui malheureusement pour l'instant n'est pas efficient dans la prise en compte de toutes ces problématiques en fait. Et euh, et je me suis sensibilisée, je pense, petit à petit, enfin, à des choses toutes bêtes, mais la consommation de plastique, à essayer de le réduire, d'aller vers le zéro déchet, même si je suis loin d'être exemplaire. Voilà, je mange pas de viande. Enfin, bon, ça a été des prises de conscience assez progressives, on va dire. Et en voyageant aussi, moi, je pense que j'ai eu un déclic par rapport à ça de ouais, c'est quoi l'intérêt de faire du tourisme, genre une semaine et demie dans un pays et juste profiter de toutes les richesses et toutes les ressources
sans rien donner en retour et en faisant en plus du mal à l'environnement et parce qu'il y a une tendance un peu dans nos pays à partir en vacances dans des pays où justement la nature est encore abondante et tout. C'est préservé, mais au final, on est en train de tout détruire en faisant ça aussi avec le tourisme de masse, ce genre de choses. Je pense que ça a été un déclic aussi. Je veux voyager, j'ai envie de travailler dans d'autres pays, mais pas en étant 2 semaines dans un pays. J'ai envie de m'établir genre 1 an, 2 ans et pouvoir donner quelque chose, apporter quelque chose aussi, que ce soit un échange et 50-50 et pas simplement arriver, prendre tout ce que je peux et partir Ouais. avec des souvenirs plein la tête, certes, mais à quel prix, quoi. Ok, super Et on intéressant. a une nouvelle question de Anne. Merci beaucoup pour ces questions. Qui te demande, Marie, n'est-ce pas trop frustrant par moment de se rendre compte que les choses ne changent pas assez vite en termes de prise de conscience environnementale? Ouf. Alors là, ce serait un débat pour un live de 2 heures, je Ouais. pense. Merci Anne pour ta question. Si, honnêtement, par moment, c'est frustrant. Euh, Là, typiquement, à Pichanaki, pendant qu'on travaille sur ça, bah, moi, je vais sortir dans la rue et il va y avoir des déchets partout sur le bord. Oui, enfin, ici, par exemple, c'est un pays où ils utilisent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de plastique. Et c'est du jetable. C'est du jetable. Le tri et tout, enfin, ça fonctionne pas très bien. En vrai, si on jette un œil assez profondément dans le système français, ça fonctionne pas si bien non plus. Mais ici, c'est encore autre chose. Et ici, c'est frustrant, évidemment. C'est frustrant, mais en même temps, j'arriverai pas à rien faire. Donc oui, il y a des moments où je suis en mode, en vrai, bah, enfin, à quoi ça sert? Et en même temps, bah, on sait qu'il y a plein de projets qui ont eu des super réussites ou quand on voit je sais pas, le nombre de baleines qui finalement a réaugmenté grâce à des programmes et tout. C'est frustrant parce que c'est des choses qui prennent du temps. Malheureusement, c'est plus rapide de détruire que de reconstruire ou d'aider à restaurer, on va dire. Et, mais ça vaut le coup quand on commence à avoir des petites avancées et des prises de conscience. Et typiquement, bah, du coup, je vais rebondir sur ta question, Anne, pour parler de ça. Mais le projet, et Envolver travaille beaucoup sur la sensibilisation et l'éducation aux bonnes pratiques, entre guillemets. Éducation, je mets des grands guillemets parce qu'on n'arrive pas pour leur dire ce qu'il faut faire. Mais c'est plutôt leur aider à se rendre compte parfois parce qu'ils peuvent ne pas avoir des connaissances sur certains points. Donc, nous apprendre beaucoup de choses sur certains sujets et nous, en contrepartie, bah, on arrive en disant, bah oui, mais justement, ces arbres-là que vous avez, si vous allez couper le tronc, oui, vous allez gagner par exemple 1000 ou 2000 soleils en coupant le tronc une fois. Alors que si vous gardez cet arbre qui a 50 ans debout et que vous vendez les graines, par exemple, bah, les graines, vous allez pouvoir les vendre tous les ans. Et si vous vendez les graines tous les ans, bah, avant d'arriver à 2000 soleils, forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on parle de projets long terme. Et ça, c'est ça qui est compliqué, je pense, avec la protection de l'environnement. C'est que les gens, ils veulent tout de suite. Donc ça peut être l'aspect un peu frustrant. Mais on voit qu'il y a des changements dans les pratiques. On voit que les participants s'impliquent de plus en plus et des fois on revient et ils ont planté tous les arbres qu'on leur avait, enfin tous les plantules par exemple qu'on avait donnés et ils sont hyper à proposer de nouvelles idées, à se mettre à faire des composts et tout. Enfin et ça redonne grave envie de se dire ouais oui bah ça change doucement mais ça change quand même. Donc tu arrives quand même à avoir un peu l'impact de ta mission et même pas de cette transmission un peu de savoir, cette collaboration avec la population locale, quand tu arrives à le voir directement en fait, quand tu vois qu'ils prennent en compte en fait ce que tu dis et que toi aussi tu prends en compte ce qu'ils disent. Enfin, c'est vraiment beau de voir que c'est au final un beau travail collaboratif. C'est ça. C'est important de se rappeler que enfin, c'est eux qui connaissent aussi leur environnement et dans ce sens-là, on est plus en accompagnement. Et l'objectif aussi d'Envolver, et ça c'est ce qu'on met vraiment dans la tête des participants aussi, c'est que c'est pas de l'assistanat, c'est vraiment d'implémenter des projets qui pourraient fonctionner si demain Envolver s'en va. Et le but et le meilleur succès qu'on pourrait avoir, c'est de plus être nécessaire en fait. Et justement de réussir à partir et que tout le monde soit. C'est pour ça que les formations aussi sont hyper importantes parce que le but c'est vraiment de capaciter les personnes euh, et de leur donner de l'autonomie et pas du tout d'être là dans un rôle paternaliste. Ça c'est vraiment un truc. Et il y a beaucoup d'associations malheureusement qui font un peu ça. Et en fait sur le long terme c'est pas pérenne parce que du coup demain s'il y a plus de fonds ou si les assos s'en vont
Bon, au final, les projets, je vais être gentille, mais au bout de 1, 2 ans, en fait, ça tombe à l'eau. Alors que justement, la sensibilisation, l'éducation, la formation, bah, normalement, c'est des choses, d'une, qui peuvent se transmettre, et deux, c'est des choses qui restent. Donc, c'est ça qui est super important aussi. On n'a pas de nouvelles questions. Moi, pour ma part, j'ai pas de questions non plus. Ben, en tout cas, merci Marie pour le partage de tes valeurs, des valeurs que tu viens de nous partager, ta mission, etc. C'est vraiment, tu as l'air vraiment passionnée par ce que tu fais et c'est beau à voir. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui peuvent, enfin, ça donne vraiment envie de s'engager, nous aussi en fait. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter? Non, non, merci. Merci pour ton partage de ton expérience. J'espère que ça se passe bien actuellement au Pérou. Et c'est beau de voir que tu vas continuer non seulement à être engagé pour l'environnement, mais au-delà de ça, tu vas continuer avec la même association sur des projets pour qu'ils soient un peu plus pérennes. Moi, j'ai hâte de te retrouver d'ailleurs. Si tu as une offre, comme tu nous as dit, tu auras une offre à nous envoyer, on sera très friands de la partager sur notre plateforme. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes nos offres de mission, vous pouvez juste aller sur le site de France Volontaire. Donc c'est france-volontaire.org. Ouais. Et là-dessus, vous pourrez voir nos missions à nous, c'est-à-dire celle de France Volontaire et celle de ses membres, dont Envolver par exemple. Voilà. On se retrouvera du coup demain. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour la conversation, merci pour les questions aussi, c'était très chouette. Merci beaucoup Marie. À demain. Au revoir. Au revoir. Salut Marie. Salut.